Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous retrouver sur Kavi Média, le média du développement, et dans cette émission le scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Merci de votre fidélité. Si c'est maintenant vous le faites, vous nous écoutez sur la 89.5 en bas d'FM, vous êtes forcément sur Kavi FM. À la télé, vous nous regardez sur le canal 113 du bouquet Star Times, canal 779 partout en Afrique, et très bientôt, Inch'Allah, quelques heures seulement nous séparent, on va le dire, de cette montée sur le bouquet Canal Plus. Des petits réglages que la technique est en train d'effectuer de ce côté. Merci une fois encore. Si vous nous pratiquez sur notre site d'information siaminfo.com, là également vous pouvez nous écouter ou nous regarder au même moment sur notre application Kavi Media sur Play Store et App Store. Vous pourrez carrément suivre en direct nos différents programmes sur Facebook Kavi TV et groupe Kavi Média, Ganga RTV qui relaie en direct cette émission. Merci d'intervenir dans cette émission en nous écrivant sur le 629 95 67 67 629 95 67 67. Au menu de ce lundi, gestion de la transition. Le Conseil des ministres reprend après plus de 3 mois d'arrêt ce vendredi 18 octobre 2024 au Palais Mohamed V. Cette session ordinaire sous la présidence du président de la transition, général Mamadi Doumbouya. De nombreux sujets ont été abordés, notamment l'évolution des chantiers ouverts dans le domaine des infrastructures, la relance de l'économie et la récente mission du FMI à Conakry. Le général Mamadi Doumbouya a, au cours de ce rendez-vous, donné de nouvelles instructions aux ministres qui doivent, dit-il, désormais rendre compte de leur gestion au peuple. Il a à ce fait instruit au ministre de la Communication et de l'Information de prendre les dispositions idoines pour la planification de leur passage à la radio-télévision guinéenne. Et puis la FEGIFOOT est-elle en train de commettre les mêmes erreurs qu'en 2019 ou a-t-elle déjà commis les mêmes erreurs? Encore une fois, cette interrogation revient après l'élimination du Sili à la CAN U17 en Tanzanie pour fraude sur l'âge. Cette année encore, la Guinée vient d'être une nouvelle fois suspendue du tournoi qualificatif UFOA Zone A pour la CAN U17 2025 pour la même cause. Sur les 20 joueurs sélectionnés, 13 ont été déclarés non éligibles pour le tournoi qualificatif. Après le recours de la Fédération guinéenne de football auprès de la CAF, les joueurs déclarés non éligibles d'après le premier test IRM seront soumis à un autre test qui sera effectué par un autre cabinet indépendant choisi par la CAF. Si les résultats sont favorables, la Guinée sera reversée dans la compétition. Mais comment en est-on arrivé à tout cela? Les débatteurs du scanner vous aident à comprendre cette actualité brûlante. C'est un coup d'essai qui est finalement devenu un coup de maître. La touche à Sonko a porté fruit au Sénégal. Le patron du PASTEF a défié toutes les considérations politiques en organisant un meeting payant, contrairement à d'autres hommes politiques qui déboursent de faramineuses sommes pour mobiliser les gens. Une nouvelle technique de PASTEF qui se distingue par la capacité de réinventer, par sa capacité à réinventer la politique au Sénégal. La cagnotte mobilisée s'élève à 500 millions francs CFA. Ce montant va servir pour les législatives de novembre 2024 grâce à cette approche considérée comme une illustration éclatante d'une nouvelle ère politique où l'engagement du peuple ne se monnaie plus. Le PASTEF de Sonko est-il en train de réinventer le modèle politique en Afrique? En général, les débatteurs du scanner livrent leur grille de lecture. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce lundi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement.
Bienvenue à tous, si c'est maintenant vous le faites, merci de votre fidélité à cette émission du débat constructif, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi. Merci d'être des nôtres dans ce programme spécial, s'il faut le dire, chaque matin que vous suivez de 9h à 10h30, le débat qui permet de comprendre l'actualité majeure avec les débatteurs autour de moi. Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par cette première actualité, Diallo. On parle de la gestion de la transition. Le Conseil des ministres reprend ses droits. Ce vendredi, en 18 octobre, on a assisté à un retour. Est-ce qu'on va dire retour forcé ou pas? Mais le président donne de nouvelles instructions. Bah oui, absolument. C'est à se demander effectivement qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, puisque vous l'avez rappelé, depuis le 18 juillet... le 11 juillet, si je ne me trompe. Le 11 juillet, excepté de ce Conseil des ministres, disons, extraordinaire, qui a pu avoir lieu dès après son retour de ce sommet sino-africain. Et je crois que la question s'est posée effectivement, comment se fait-il, puisque c'est devenu une tradition chez nous, qu'il y ait chaque jeudi un conseil de ministres au niveau du Parlement médecin où les décideurs à travers, disons, le gouvernement se retrouvent, l'exécutif de manière générale se retrouve pour pouvoir effectivement discuter des sujets brûlants et au bout du bout prendre les décisions effectivement pour pouvoir faire bouger un certain nombre de choses. De ce que nous avons pu constater depuis un bon bout de temps, bien avant ce régime-là, il y avait déjà ce conseil de ministres-là qui s'est passé. On s'était rendu compte qu'effectivement c'était une occasion pour que le gouvernement se retrouve et évaluer la situation, puisque chaque département a ce qu'on appelle des objectifs à atteindre. Je crois que c'est au cours de ce conseil de ministres-là que tout s'est dit et finalement on prend effectivement les décisions qui s'imposent. Alors, on fait la question parce que beaucoup des hypothèses ont été posées, celle qui consiste à dire qu'il y avait un climat de méfiance qui existerait entre le président de la République, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya et un certain nombre de membres du gouvernement, pour ne pas dire tout le gouvernement, ce qui expliquerait effectivement, disons, cette réticence vis-à-vis du chef de l'État, parce que c'est lui qui était, disons, réticent. On nous apprenait qu'il ne recevait pas depuis un bon bout de temps un bon nombre de membres du gouvernement parce qu'il ne voulait pas un contact. Cette question de remaniement se pose là. Jusqu'à présent, on en parle. Est-ce que ça sera le cas? On attend de voir parce qu'on est habitué à cela aussi. Le général Doumbouya aussi, c'est presque un autre Lansana Conté qui est presque insaisissable, il faut le dire. Au moment où vous attendez qu'il tape, écoutez, il ne va pas taper ce moment-là. C'est à un certain niveau, il va essayer effectivement de revoir. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est qu'à l'évidence, il y a là effectivement une nécessité absolue de revoir la situation de manière générale. Et ce qu'il faut noter, effectivement, en ce qui concerne cette absence prolongée des conseils de ministres, c'est pour autant dire effectivement aussi que ce n'est pas un pachage aussi non plus obligé du gouvernement pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Parce qu'on s'était rendu compte qu'effectivement, malgré cette absence prolongée-là, les activités bougeaient effectivement très bien. Le président donnait des instructions à travers son Premier ministre et celui-ci aussi à travers ses ministres. Je crois que c'est fondamental aujourd'hui qu'on essaie même de revoir cela. Nous avons connu ici des États qui, plus de 2 ans, n'ont pas un gouvernement. C'est-à-dire que c'est pour autant dire que c'est une expérience qui peut bien marcher. Sous Konaté, vous aimez bien le rappeler, on a vu effectivement que ça se passait comme ça. Konaté n'a jamais présidé un conseil de ministres durant, disons, son passage à la tête de l'État guinéen à travers la transition de 2010. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est tout cela, c'est des leçons qu'on peut tirer, nous Guinéens, effectivement, au premier desquels aussi le chef de l'État qui doit pouvoir tenir compte de tout cela. Des comptes à rendre, puisque c'est la nouveauté. Abdallah, c'est la nouveauté pour beaucoup. Mais pour moi, ce n'est pas de la nouveauté, parce qu'on en a connu ici, effectivement, de ce qu'on appelle ici des évaluations. Des évaluations à mi-parcours, des évaluations annuelles, nous avons connu ici, pour lesquelles évaluations, jusqu'à date, n'avons aucun résultat. On ne sait pas qui est premier, qui est deuxième, qui est dernier dans tout cela. Je crois que c'est là où on avait effectivement, disons, commis une erreur. Le président devrait être jusqu'au bout, devrait être jusqu'au boutiste à ces stades-là, pour pouvoir voir effectivement, puisque c'est des évaluations qui ont quand même pu, disons, avoir effectivement des experts quelquefois qui sont des Guinéens, des anciens. C'est vrai que ça
posé problème parce que c'est des anciens ministres d'Alpha aussi qui faisaient partie de cette évaluation. C'est à se demander effectivement comment un gouvernement qui a été dissous par un coup d'État peut être effectivement évaluateur par endroit de notre gouvernement aussi qui est déjà là pour pouvoir rectifier un certain nombre de choses. Donc, l'un dans l'autre aujourd'hui, je pense que il est nécessaire pour le général Mamadi Doumbouya d'apporter ou d'adopter un certain nombre de stratégies pouvant lui permettre effectivement d'évaluer de manière correcte et objective ces ministres-là. Au-delà de ce qui est palpable, de ce que vous connaissez, de ce que je connais, parce qu'au-delà des discours que nous avons entendus, nous savons ce qui se débrouille, il faut le dire comme ça, ces ministres-là qui font tout pour pouvoir faire bouger un certain nombre de choses sans pour autant qu'il y ait effectivement, disons, des tapages médiatiques autour de cela. Nous les connaissons, ils sont peu aujourd'hui. Donc c'est pour autant dire qu'on n'a même pas besoin à un certain niveau d'avoir des évaluations pour pouvoir connaître le niveau de chaque ministre. Nous connaissons, et il connaît mieux quiconque le président de la République. Il connaît effectivement ce qui se passe là-dedans. C'est en cela que nous disons effectivement il y a d'autres mécanismes d'évaluation qu'on peut adopter. Et là, il n'a pas parlé d'évaluation, il parle de compte. Des comptes, de toute évidence. Quand vous rendez compte, ça veut dire effectivement que vous faites vous-même une auto-évaluation de ce que vous avez pu faire et de ce que vous n'avez pas pu faire. C'est autrement une évaluation. Mais est-ce que c'est par la télévision nationale, à travers des émissions, qu'on pourra effectivement évaluer un ministre? J'ai dit non. On ne peut pas, parce qu'on sait effectivement comment ça se passe au niveau de la télévision nationale à travers les interviews quelquefois arrangées ou les questionnaires. Là, il n'y a pas d'interview arrangée. Écoute, il y a un ministre qui a une feuille de route. Tu viens à la télévision nationale, le ministre de la Communication et de l'Information est là pour ça. Tu as ta feuille de route. En me nommant le président, le chef de l'État ou le Premier ministre m'a assigné telle et telle mission. Après, je pense que si tu as lu ou le compte-rendu du ministre Ousmane Gawal Diallo, tu allais peut-être comprendre un peu et dit à ces ministres d'aller d'abord à l'intérieur du pays comme l'immersion ils avaient eu à faire, aller s'imprégner eux-mêmes pour ne pas dire que c'est quelqu'un, après tout, qui m'a donné des résultats qui sont... Allez constater les faits de visu, revenir rendre compte. Là, je pense que tout est dit. Quand maintenant tu dis interview arrangée, là, on n'est pas en train de faire la promotion des ministres, on est en train de faire si on peut dire le diagnostic de ce qui a été fait. Évalué ou pas, c'est un diagnostic. C'est un diagnostic qu'on est en train de vérifier. On peut rendre compte sans être évalué. Est-ce que maintenant ce diagnostic est bien posé? J'ai dit non, le diagnostic n'est pas bien posé à date. Parce que vous savez très bien le niveau d'introduction de nos journalistes. Même ceux qui sont au niveau de la RTZ, nous le savons effectivement, cette rétention d'informations. Est-ce que ces journalistes ont toutes les informations aujourd'hui pour pouvoir effectivement poser toutes les questions, y compris même le ministère qui est en charge d'organiser ces émissions-là? C'est là où se pose le débat aujourd'hui. Est-ce que c'est le meilleur mécanisme? Est-ce qu'à travers ça, on pourra comprendre effectivement qui a fait quoi, qui a mieux fait quelque chose? Maintenant, c'est à travers, disons, l'éloquence des uns et des autres, ou leur façon de manier le français qu'on pourra évaluer les gens. J'ai dit, c'est tout à fait opposé. Il y a d'autres mécanismes. Je pense que le président ferait mieux d'adopter ces mécanismes-là pour pouvoir nous sortir dans ce cycle vicieux. Oui, Mohamed Abba, le PMO, est-ce que vous partagez cet avis de Yaya Diallo qui estime que rendre compte directement à la télévision nationale devant le peuple n'est pas la meilleure des solutions? Est-ce qu'on peut parler de populisme dans ce cadre? Est-ce que c'est quelle autre forme de gouvernance qu'on veut vraiment présenter au peuple de Guinée? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qui est derrière ce projet? Qu'est-ce qui est derrière vraiment cette initiative? Pour le moment, nous ne sommes pas dans la tête du président, ni dans la tête de CNRD pour comprendre vraiment l'objectif visé et qu'est-ce qu'on attend vraiment de cette initiative de la part du président. On a vu du temps de CNRD et de CNDD ici, avec Moussa Dadis Camara, dont on disait Dadis Show, ce qui se passait au niveau, pendant ces périodes, pendant ces passages de ces responsables à la télévision nationale. Une série, s'il faut l'appeler comme ça, qui avait été très appréciée, tant au niveau national qu'au niveau international, la sous-région. On a écouté beaucoup d'Africains qui parlaient chaque fois de cela, qui avaient une certaine admiration pour le président Dadis par rapport à tout ce qui se passait. Est-ce que c'est comme ça va se passer? Pour le moment, nous n'avons aucun plan, aucune stratégie. C'est qu'on sait que le président a attiré l'attention du ministre le ministre de la Communication et de l'Information de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire face à cela. Moi, je vois deux informations
mention deux faits marquants liés vraiment à cette sortie du président Mamadi Doumbouya. C'est d'abord le retour après près de 100 jours d'absence du Conseil des ministres, 98 jours. Je pense que ce n'est pas petit dans la gestion d'une nation, dans la gestion des affaires d'un État comme la Guinée, avec tout ce que toutes les priorités dans le pays, dans tous les secteurs. Si vous prenez, vous vous rendrez compte que la priorité se trouve un peu partout. Rester silencieux pendant 100 jours environ, en tout cas 100 jours, 98 moins 100, vraiment je pense que c'est énorme dans la gestion des affaires d'un État. Je pense qu'on devrait vraiment réfléchir 1000 fois avant d'observer de tels silences, de telle absence de la part de l'État dans la gestion des affaires. Il est même arrivé une fois qu'on reporte le Conseil des ministres parce qu'il y a eu 2 ou 3 absents parmi des ministres ou des secrétaires généraux de porte-parole à la présidence parce qu'ils étaient absents, ils n'étaient pas au pays, qu'on arrive à annuler. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il faut essayer de revoir la stratégie en matière de vraiment de suivi. Donc pérenniser ce Conseil des ministres. Il faut pérenniser cela. Il faut pérenniser, même si le chef de l'État, lui en personne, n'est pas là, il y a d'autres responsables qui sont mieux placés pour pouvoir vraiment le remplacer valablement et qu'on arrive à faire le compte rendu. Si cela n'est pas le cas, je pense qu'il y a un problème et qu'il ne faut pas minimiser. Passer un mois, 2 mois, presque 3 mois, plus de 3 mois et voire 100 jours, je pense que c'est une erreur qu'il faut corriger, qu'on n'arrive pas à pérenniser cela, ce n'est pas une bonne chose. En ce qui concerne vraiment ce compte rendu de la part du chef de l'État, je pense que c'est tout à fait normal qu'on en parle, mais est-ce que l'environnement, le lieu indiqué pour pouvoir le faire, est-ce que c'est le meilleur endroit? Je ne pense pas. Pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Peut-être d'autres penseront le contraire. Et puis, avant de le faire, qu'il faut aller... Mais quand même, c'est la télévision nationale. Si la télévision nationale ne le relaie pas, je ne sais pas quel autre canon on va lui proposer. Mais attends, Abdallah, on ne travaille pas pour qu'un citoyen, le citoyen de Koundara, le citoyen de Sangaridi ou je ne sais pas de Kindia ou de quel parti ou de Conakry apprécie. C'est lui qui l'a nommé, c'est celui qui doit apprécier. Parce que celui qui doit apprécier, c'est lui qui l'a nommé et qui apprécie, il n'est pas seul. Il est entouré par d'autres conseillers qui sont spécialistes en la matière. Il y a autant de ministres, autant de conseillers à la présidence de la République, il faut le dire comme ça, mais qui ont une connaissance de ce que chaque ministre fait. C'est que techniquement parlant, ils ont la maîtrise de la chose. Qu'est-ce que nous autres téléspectateurs, nous autres citoyens, qu'est-ce qu'on va apporter? Quelle note on va apporter ou quelle mention on va apporter à la présentation de telle personne, de telle personne? Pour moi, c'est du populisme, c'est une façon de, je ne sais pas, de laisser l'essentiel, nous orienter vers une chose qui n'en valent pas la peine. C'est une diversion? Exactement, merci de me l'avoir passé. Pour moi, c'est une diversion qui est en train de se passer là, parce que ça ne sert à rien. On dit encore qu'il faut aller d'abord à l'intérieur du pays. Aller à l'intérieur du pays pour faire quoi, Abdallah? Faire quoi? C'est pas la première fois qu'on parle d'aller à l'intérieur du pays. Constater de visu, hein. On a vu quand même des inspecteurs ici. Moi, j'ai fait en tout cas une immersion dans les mines où je voyais, je vais taire le nom, des inspecteurs qui venaient quand tu les mais à tout moment, ça existe. Ça manque pas mal. Ça, je l'ai vécu aussi, je l'ai vu. J'ai eu à passer de temps avec certains cadres de l'administration guinéenne, de passer de temps ensemble à l'hôtel. Par exemple, je prends le cas de Zérékoré, où j'ai séjourné avec certains hauts cadres qui étaient venus pour une inspection. Cela veut dire que cela est possible, cela se fait beaucoup plus avec les hauts cadres qui sont là, qui ont la capacité d'aller consulter sur le terrain. Si cela n'est pas le cas, on veut voir que ce soit le ministre lui-même, mais ce n'est pas en un seul jour qu'on peut se déplacer et pouvoir faire un compte rendu fidèle à ce qui s'est passé pendant combien de jours, plus d'1 an, 2 ans depuis que vous êtes ministre, c'est combien de jours vous allez passer à l'intérieur du pays afin de comprendre. Les gens ils savent le ministre va venir, ils vont se préparer conséquemment, ils vont mettre du vernis, de la peinture sur tout ce que vous voulez afin de lui rendre vraiment un dossier fidèle ou pas fidèle, je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas une bonne méthode maintenant. Quand cela doit être fait, il y a une feuille de route. Il y a une feuille de route qui est là, un document qui doit dire comment doit fonctionner le ministre. C'est ce que j'attends du ministre. Pendant son séjour à la tête vraiment d'un département, voilà ce qu'il doit faire. Pendant ton temps, à l'intérieur du pays, il doit faire combien de séjours? Est-ce que chaque mois, le ministre doit passer à l'intérieur du pays, faire un tour? En Haute-Guinée, c'est combien de fois par mois? En Moindre-Guinée, en Guinée forestière, en Basse-Guinée. Si cela n'est pas fait, vous attendez juste quelques temps pour dire que vous allez passer d'abord à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, il va où? Juste à Koya et revenir, de Brek à revenir, aller à Bofa et revenir, ou bien aller à Zérékoré et Kankan pendant tout ce temps. Il va passer combien de temps? Quel est le budget qui est prévu par rapport à cela? Parce que je me dis là, le budget, le fonctionnement d'un État, dans toutes les administrations, que ce soit privé, public ou pas, quand on doit faire des
activités dans des conditions normales et qu'il y ait de la transparence, on sait ce qu'on doit faire par an. On sait ce qu'on doit faire par chaque semestre, chaque trimestre, qu'est-ce qui va être fait. En fonction de cela, le budget est voté. Et en fonction de cela, on déroule petit à petit. Mais à la dernière minute, comme ça, on dit voilà, chaque ministre doit aller à l'intérieur du pays. Où il va aller? À Moyenne-Guinée, à Haute-Guinée, il va aller. Quel est le budget qui accompagne? Ils seront combien à pouvoir le faire? Je pense qu'on doit faire attention, qu'on n'arrive pas à attirer l'attention des gens, des Guinéens, qu'on travaille. Travailler et qu'on apprécie en direct. On est tous à l'intérieur du pays. Guinéens, on se trouve partout. On est à Conakry, on est à l'intérieur. On sait qui fait quoi, qui est capable de faire quoi, qui travaille, qui ne travaille pas. On sait dans chaque département qui est en train de poser des bons actes, qui est en train de faire de la campagne ou en train de faire autre chose qui n'a rien à voir avec sa mission. Si je pense que le président, il est temps pour lui de vraiment se réveiller parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Mais ça peut être aussi, Mohamed, un couteau à double tranchant. C'est-à-dire le président aussi peut utiliser cette formule pour montrer au peuple que les ministres là que je vais peut-être dégager du gouvernement le méritent bien. Là, ça ne va pas. La communication sur ce plan, est un couteau à double tranchant. Je pense que sur ce plan, que le président lui-même il ne sera pas d'accord. Parce que s'il me dit qu'il est d'accord avec vous par rapport à cela, c'est une façon de montrer au peuple si j'enlève telle personne, c'est parce qu'il n'a rien fait. Mais attends. On a eu confiance en lui, ou bien il nous a obligés à avoir confiance en lui, parce que par la voie par laquelle il est arrivé au pouvoir, il nous a obligés à avoir confiance en lui. On le laisse travailler. Toutes les personnes qu'il est censé appeler, censé gérer les affaires de l'État, cela veut dire qu'il a confiance en eux, qu'il n'a pas besoin de l'avis d'un citoyen par rapport à cela. Mais s'il dit, alors je vais lui passer le micro, il va passer à la télé, il va faire les expositions. Lui-même alors, il ne sait plus ce qu'il veut faire. Il ne comprend pas ce qu'il est en train de se passer. Ça, il n'allait pas demander de rendre compte publiquement. Publiquement, pourquoi il demande? C'est parce qu'il est, il est confus. Le peuple a besoin de savoir. Alors il est confus. Mais tu parles comme si toi, tu n'étais pas un peuple. Le peuple, c'est tout le monde là. Non, mais le peuple a besoin de savoir. On a donné une part de nos responsabilités qu'on a léguées au pouvoir, à l'État. Pas au pouvoir, mais à l'État. À l'État encore chef de l'État. Le chef de l'État qui a donné au ministre, ainsi de suite, aux directeurs nationaux, ou directeurs ou préfectoraux, ou je ne sais encore qui, c'est lui qui a légué. Donc, il a la vision. Si ça ne va pas, il demande vraiment au ministre directement. Le ministre aussi, ce n'est pas parce que le ministre est partout. Le ministre aussi, il a derrière lui les secrétaires généraux, il a les directeurs préfectoraux. À leur tour de lui remonter ce qu'il doit. Mais si il trouve qu'il faut que ça passe à la télé et que lui-même, il vient s'asseoir à la télé, il invite la population de venir s'asseoir, pour moi, ça ne marche plus. Les conseillers à la présidence, c'est quoi leur rôle? Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font quoi? Si on n'arrive pas à détecter les faiblesses des uns et des autres, la qualité des uns et des autres, la force des uns et des autres, à travers les actes, à travers des hauts cadres qui sont là, à travers des inspections qu'on doit faire à tout moment et qu'on attend juste demander au ministre de la communication et de l'information, préparer quelque chose, une tranche où les ministres vont passer à tout moment pour pouvoir décliner ce qu'ils ont fait par rapport à leurs documents, leur mission, à leur feuille de route. Ils vont dérouler. Voilà qu'est-ce que toi tu as fait. Il va dire depuis que je suis là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà les difficultés que j'ai rencontrées. Il y a eu ces difficultés, liées au temps, il y a eu des lieux de moyens, liées à des partenaires. Ces difficultés, alors comment tu as réussi à les surmonter? Voilà ce que j'ai pu poser comme acte pour les surmonter. Ce qui m'empêchait de ne pas, comme les autres faits qui m'ont empêché à les surmonter. Maintenant, qu'est-ce qui est prévu pour qu'on ne soit pas confronté à ces problèmes? Voilà, je pense, pas comment on appelle, le procédé type qu'on doit faire pour pouvoir évaluer, mais ça donne une idée du fonctionnement de nos différents départements ministériels. Mais si cela n'est pas le cas, qu'on vient au peuple, demander au peuple de juger, cela veut dire qu'il y a probablement des hauts cadres dont il ne peut pas démettre de leurs fonctions. Il les met devant au vindicte peuple, au vindicte populaire, demander au peuple, alors jugez-le. Parce que si je l'enlève, voilà ce qui va se passer, alors qu'on ne le demande pas à lui de juger. Parce que si ça ne va pas, la première personne qui doit prendre les responsabilités, c'est le président Mamadi Doumbouya. C'est lui d'abord, avant les autres. Si ça ne marche pas, c'est lui. À lui de trancher, de dire que je l'enlève pour faute lourde. Qui n'a pas entendu parler de cette expression de faute lourde? Sans savoir ce que cela veut dire. Un véritable raccourci. Voilà quoi. Pour faute lourde, point barre et personne ne vérifie après. Bien. Pourquoi on parle de faute lourde? Je pense qu'il est temps qu'on se réveille et qu'on arrive à faire de bonnes choses et qu'on n'essaie pas de créer de la diversion aussi, parce que le 31 décembre est presque arrivé. Hein. Oui, Mohamed, toi aussi tu es dans cette négativité le bas. Est-ce que tu acceptes d'être dans cet esprit qui dit oui, le président est en train d'ouvrir un boulevard pour ses ministres afin de faire du populisme?
Oh. Mais c'est ce qui a été dit. Je n'invente rien. Je le sais bien. Sauf que tout ce qui se passe, ça me fait beaucoup rire parce que jusqu'à présent, jusqu'à date, les évaluations passées, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire le mettre au pluriel, il n'y a pas eu encore de résultats, de proclamation des résultats. Sauf que certains ministres ont changé. Hein, mais en tout cas, il y a beaucoup encore qui restent. Je dis bien qu'il n'y a pas eu proclamation des résultats, il n'y a pas eu publication des résultats. Les résultats restent encore, c'est-à-dire dans les tiroirs. On ne sait pas qui a eu quoi, ou c'est-à-dire a obtenu quoi en termes de notes. Aujourd'hui, revenir encore sur la même chose, je me dis que c'est un véritable gâchis. C'est comme si on ne sait pas, parce que même quand vous suivez le compte rendu de ce conseil de ministres, Abdallah, honnêtement, il faut se dire qu'il y a une incohérence, c'est-à-dire entre dans le même le discours du président, en tout cas selon le compte rendu. Parce que je ne peux pas comprendre. D'entrée, le président a quand même demandé aux membres du gouvernement, c'est-à-dire de se concentrer sur le périmètre, c'est-à-dire de leurs différentes lettres de mission. Savoir ce que vous avez déjà, chacun a une lettre de mission, une politique, voilà. Vous vous concentrez sur cela, c'est ce qu'il a demandé d'entrée, de se concentrer sur ces lettres-là pour œuvrer davantage à la réalisation des projets. Parce que chaque ministre a son portefeuille, chaque ministre a cette feuille de route qu'il doit suivre de près pour pouvoir les réaliser. Je crois que c'est en fonction de ça qu'on peut évaluer quelqu'un facilement. On n'a même pas besoin, c'est-à-dire de réunir, faire une sorte de jugement à la télévision nationale, parce que moi je me dis que ça a trait à un procès qu'on organise à la télévision nationale et qu'on vous invite de venir vous défendre. C'est-à-dire il y a le ministère public, il y a voilà, le juge qui est là, le président Mamadi Doumbouya, et éventuellement le ministère public pourrait être les conseillers et autres pour dire attention président, c'est comme ça, ça ne passe pas. Au fait, c'est qu'on est encore en train de perdre du temps. Au lieu de se focaliser sur l'essentiel, ça c'est lui qui l'a dit, de se focaliser sur l'essentiel, surtout en ce qui concerne la réalisation de ces projets-là. Vous le savez, c'est que quand on parle d'incohérence, ce gouvernement ne fait pas exception. La dernière fois, on avait fait quand même interdiction à tous les ministres de quitter le pays, c'est-à-dire de sortir, ou ceux qui étaient à l'extérieur de rentrer. Sauf. Voilà. Mais la condition, sauf que... Je sais, je te vois venir. Voilà, sauf autorisation exclusive du chef de l'État. Mais ça veut dire quand même qu'il y a un bébé gâté dont vous connaissez le nom. Bref. Yaya connaît le nom, Mohamed connaît le nom. Bref. Je connais aussi le nom. La condition est déjà posée. Quelqu'un à qui, je dis bien quelqu'un à qui. Non, je vais te faciliter la tâche. Quelqu'un à qui tout est permis. Laisse-moi te faciliter la tâche. Comment est-ce que tu peux dire à un ministre des Affaires étrangères, un diplomate... Je n'ai pas dit le nom. Non, je vais directement, moi je t'aide. Un ministre des Affaires étrangères de rester sur place. Les affaires étrangères, ce ne sont pas seulement guinéens. Quand on dit il y a des représentations diplomatiques. Mais on a dit sauf exception. C'est ce que je vous dis maintenant là. C'est qu'il n'y avait même pas lieu. Mais c'est lui qui accorde l'exception. C'est ce que je dis. Maintenant, pourquoi maintenant là, c'est que l'exception, c'est que je ne vois pas cette importance, parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé du ministre des Affaires étrangères, c'est vous qui l'avez nommé, pas moi. Et je l'assume. Hein. C'est vous qui l'avez nommé, pas moi. C'est lui. Ça ne regarde de toutes les façons, moi je n'ai pas nommé quelqu'un. Lui, expressement, disons qu'il a des représentations aujourd'hui, des gens qui peuvent lui remonter quand même des informations, en tout cas des nouvelles. Et si c'était lui la solution aussi. La solution pour qu'il soit là. Alors, quelle est l'importance? La circonstance et l'opportunité. Merci. Quand un décembre arrive, il faut convaincre. Il faut lui dire, il faut embarquer tout le monde. Quelle est alors l'importance, c'est-à-dire de la présence de ces autres représentations à travers le pays? Pourquoi je touche du doigt à cela? Parce que je veux faire une jonction entre ces deux situations-là. C'est-à-dire le cas, le ministre des AE et aujourd'hui des services déconcentrés à travers travers le pays. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, par exemple, vous avez des services déconcentrés. Vous prenez le ministère de l'information, à peu près presque, disons, tous les ministères aujourd'hui. Je ne vois pas en quoi est-ce que serait important de faire partir tous ces gens-là à l'intérieur du pays. Pour quelle fin? C'est-à-dire, je ne vois pas l'opportunité. Abdallah, encore une fois, ce n'est pas opportun. Je ne te connais pas le Guinéen. Non, c'est ce que je dis.
En fait, c'est juste une manière encore de faire encaisser, c'est-à-dire ces coûts. Nous vivons tous en Guinée. Bien. Mais si c'est bien fait, je dis, si c'est bien fait, on n'aura pas besoin de se déplacer. De l'autre côté... Qu'est-ce qu'ils ont dit à Alpha Condé ici par rapport à la route qu'on a créée Kindia? Ils ont tout dit. Tout va bien, non? Parce qu'il était au palais. Il était au palais. Quand les autres sont venus, la gente au pouvoir est venue, c'est juste une parenthèse. La gente s'est rendue sur le terrain, la gente a rencontré les partenaires. Est-ce qu'on t'a dit que c'était à cause des milliers de dollars, hein, si je ne me trompe pas? Est-ce que Mamadi Doumbouya était parti sur le terrain pour... Il a amené des gens là-bas. C'est pourquoi je te dis, quand on dit aux ministres d'aller, les ministres ne peuvent pas aller directement, mais peuvent amener une mission. C'est ce que je dis. C'est pourquoi je dis que, c'est-à-dire... Partir à l'intérieur du pays pour ces ministres-là est vraiment inopportun. Ça n'a pas d'importance. Forcément inopportun. Parce qu'aujourd'hui, imaginez le budget que cela va dégager, le budget que cela va quand même inclure. Il ne faut pas oublier tout cela. Les tournées, les récentes tournées quand même du gouvernement, il y en a eu presque à travers l'étendue du territoire. Vous n'avez pas oublié cela. Sauf que nous, en Guinée, on oublie facilement ce qui se passe. Ça n'a pas donné de résultats. C'est pourquoi aujourd'hui, on est encore contraint, je dis bien contraint, ou en tout cas peut-être qu'on est en train de faire à dessein initier ces sorties-là pour encore orchestrer un autre coup à l'économie, à notre économie qui par endroit disons qu'elle est résiliente. Ça veut juste qu'elle résiste, mais ça ne veut pas dire aujourd'hui qu'elle fait l'unanimité en termes quand même de prospérité et de tout ce qui s'ensuit. De l'autre côté, le président a aussi demandé au ministre de rester focalisé sur l'essentiel, notamment la poursuite des chantiers de construction et voilà des routes, la mise en place. Je crois qu'il fallait... Oui, parce qu'il y a de la démagogie qui commence. Il fallait surtout la digitalisation aujourd'hui de passation de marché. Ça c'est important. Je crois que c'est aujourd'hui des points sur lesquels il faut quand même se focaliser pour nous sortir un résultat probant qui puisse quand même être mis à l'actif quand même de tout le gouvernement ou soit Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de rappeler ces ministres? Est-ce que ce n'est pas une façon de rappeler ces ministres qui sont chaque fois plongés dans des campagnes inutiles, hein? Campagnes inutiles, moi je sais de quoi je parle. Hier même, tu as vu les photos circuler sur les réseaux sociaux, tournoi interquartier ou intercommune doté du trophée général Mamadi Doumbouya. On a vu cette pléiade de ministres ou cette pléthore de ministres qui se sont invités de ce côté pendant qu'il y a des dossiers qui traînent dans les tiroirs. C'est des ministres en plan d'initiative. Vous êtes en train de me rejoindre. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est ce que le fait de les dire de se concentrer sur l'essentiel. Ils vont aller faire autre chose, peut-être que la campagne. Faire des mobilisations aussi pour dire non, voilà, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela. Des choses qui n'ont aucune relation, je dis bien aucune relation, aucun lien avec le développement de ce pays-là. Il y a eu d'autres pans sur lesquels le président a fait des interpellations. Je crois que par rapport au développement, c'est très nécessaire. Aujourd'hui, on ne peut pas évaluer ces gens-là parce que déjà, c'est connu de tous. Il s'agit aujourd'hui de l'exécution des feuilles de route. Si ces feuilles de route sont exécutées à 80% ou à 65%, à 70%, vous savez réellement quelle place occupe quel ministre, quel résultat il faut lui attribuer. Je crois que c'est aussi simple, c'est à cela réellement on pourrait évaluer ces gens-là. Mais faire un procès, disons, parce que moi je l'appelle comme ça, à la télévision nationale, je crois que ce n'est pas la solution. Cela ne fera que nous faire perdre du temps. Bien. Et il faut éviter cela. Bien, ce qui est déjà compris, la meilleure manière de battre une campagne pour le général Mamadi Doumbouya, c'est de travailler. Montrer des résultats probants au peuple de Guinée. Montrer que oui, cette gouvernance du CNRD est un atout et non un échec. Ça ne sert à rien de vilipender ou d'aller gaspiller, ou si je ne sais quel qualificatif donner, nos ressources pendant que le peuple n'est pas avec vous. Attention, chers dirigeants. Oui, pour terminer. Oui, justement pour terminer, Abdallah, je pense que de tout ce que nous sommes en train de dire ici, nous croyons et nous estimons qu'effectivement que le président de la transition est dans une quête effectivement pour une gouvernance vertueuse, et ce qui certainement l'amène effectivement à diversifier les choix ou les modes d'évaluation. Mais je pense que entre nous, le président de la République
certains ministres, certains l'ont avoué publiquement, il les a nommés sans pour autant les connaître. C'est sur proposition. Naturellement. Parce qu'on vous a dit effectivement, tel peut faire telle chose, tel a tel background, vous pouvez le nommer à tel département pour pouvoir produire du résultat. Parce qu'un ministre, c'est un serviteur, ce sont nos serviteurs. C'est pourquoi on a des budgets, on alloue des budgets à des départements pour pouvoir amener ces ministres-là. Le ministre qui est le premier responsable, il faut le dire, c'est une institution, les départements ministériels. Donc, qui doit pouvoir répondre aux besoins de la population à travers des budgets, bien évidemment, qui sont votés au niveau du CNT. Ouais. Si le président, surtout nous sommes à 2 mois nous séparent de la fin de l'année, si réellement le président veut avoir des informations, disons, impartielles, il faut aller au niveau du CNT qui fait office du Parlement. Le CNT, c'est au niveau du CNT qu'on vote les lois de finances rectificatives, les lois de finances initiales. C'est au niveau de ce Parlement-là qu'on fait ce qu'on appelle les prévisions budgétaires pour chaque département ministériel. Voilà, chaque année, voilà les prévisions pour chaque département. Voilà ce que vous devez exécuter en termes de recettes et de dépenses. Tout est chiffré dedans. Donc, je crois que le Parlement est l'institution, le CNT est l'institution la mieux placée pour pouvoir dire au président, voilà le résultat. Tel a pu exécuter effectivement son budget de prévision à 50%, à 45%, à 60%, à 65%. Parce que généralement en Afrique ici, le taux d'exécution, ça en dépasse presque 65%. Ouais. Ça, c'est les pays les mieux dirigés. Hein. Sinon, 50%, 40%, pour 35%, 25%. Ça dépend du sérieux qu'on veut imprimer effectivement à la gouvernance. Je pense que le général Mamadi Doumbouya, je vais dire là-bas qu'on ne l'a pas fait confiance, il ne nous a pas non plus imposé. Il nous a dit, faites-moi confiance. Non, il nous a imposé. Le coup d'État, c'est une imposition. Non, mais laisse-moi te dire une chose. Bien. De toute évidence, le coup d'État qui a été effectué ici, presque la majorité des Guinéens avait acclamé le coup d'État. Le coup d'État est une imposition. C'était une adhésion. On est tous d'accord que c'est illégal. Bien. Mais il y a une adhésion populaire. On ne peut pas dénier cela. C'est sur la base de cette adhésion populaire, effectivement, que le CNRD a pu s'installer. Et jusque-là, le CNRD est là. C'est le CNRD à travers le général Mamadi Doumbouya qui nous dirige parce que tout simplement, il avait effectivement reçu à un certain niveau l'adhésion de presque de tous les Guinéens, y compris même le RPG, parce que le RPG n'avait même pas condamné le coup d'État, parce que c'était quand même le parti présidentiel à l'époque. Donc, soit dit en passant aujourd'hui... C'est parce qu'il a la force en main. Hein. Bah, oui, de toute évidence... Lui, la force du pays. De toute évidence... On nous a dit de l'accorder effectivement ce bénéfice des doutes-là, sauf que nous sommes à 3 ans. Et je crois qu'il est important à un certain niveau, et je le dis de tous mes voeux, pour qu'il sorte sous ces emprises quelquefois, ou ces pesanteurs sociales qui quelquefois freinent même, disons, un certain nombre de choses au niveau de la présidence de la République. Parce que tout simplement, quand on veut sanctionner, quand on veut limoger tel, il y a ce pesanteur social et culturel-là qui quelquefois s'impose dedans et qui empêche effectivement nos chefs, c'est toujours comme ça, à un certain niveau de prendre des décisions, alors que ce sont des décisions qui ont effectivement, disons, une motivation, disons, d'intérêt public. Et c'est en cela que j'ai dit, tout chef d'État qui prend pour référence l'intérêt général n'aura aucun problème avec son peuple, aucun problème avec sa conscience. Mais dès l'instant que vous faites ce qu'on appelle des choix politiques, il faut garder tel parce que politiquement il apporte telle chose. On veut bien, en tant que chef d'État, d'avoir ce qu'on appelle, disons, des hommes et des femmes qui sont auprès de vous, qui peuvent quelquefois définir un certain nombre de stratégies. C'est tout à fait logique et c'est tout à fait valable pour tous les régimes, disons, à travers le monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin du pragmatisme. Le général Mamadi Doumbouya, il le sait mieux quiconque parce qu'il le dit. Il le dit, peut-être c'est pas public, mais il est dessus de beaucoup d'entre eux. On peut passer effectivement à ces procès médiatiques dont on veut organiser ici. Est-ce que les journalistes ont tous les éléments pour pouvoir poser les questions qu'il faut? Si l'objectif, bien évidemment, il s'agit là effectivement de ressortir la faiblesse des uns et des autres et de dire à la fin du compte, le président a pris la décision en fonction de ce que les uns et les autres ont pu défendre à travers leur passage au niveau de la RTG. Alors, la masse populaire qui est la principale concernée, c'est pas nous intellectuels quand nous prenons effectivement en Guinée ici ceux qui savent lire, écrire et analyser un certain nombre de choses, et la masse populaire aujourd'hui, parce que nous sommes quand même à un taux d'analphabétisme de plus de 65%, 70%. Très élevé. Donc très élevé. Est-ce que c'est dans les langues nationales aussi, ces ministres peuvent passer dans les langues nationales pour pouvoir permettre à l'opinion de manière générale et large
comprendre effectivement tout ce qui se passe, parce qu'à la fin du compte, on est là pour le peuple, évidemment. Donc je pense que là, le général Mamadi Doumbouya, il ferait mieux, il y a certaines institutions aussi de la République qui sont là, qui peuvent apporter quelque chose dans le cadre d'évaluation de ce ministre-là. Je pense qu'encore une fois, c'est palpable, c'est visible, et il faut quelquefois aussi qu'il écoute la presse. On sait bien qu'il est très connecté et informé de tout ce qui se passe, mais il faut écouter la presse parce qu'à travers la presse, vous pouvez comprendre effectivement un certain nombre de choses. C'est évidemment, effectivement, c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui pour que nous puissions sortir dans cette situation. Parce qu'encore une fois, les lignes ne bougent pas. Les lignes ne bougent pas. Et donc le président de la transition, et donc le peuple de Guinée à réussir à cette transition. Vous qui êtes à la tête des différents ministères, vous qui êtes à la tête des directions, essayez d'œuvrer pour le bonheur du peuple de Guinée. Puisque nous aimons le dire ici dans cette émission, la Guinée est notre paradis. Transformer ce pays en paradis et laisser les politiques battre leur tambour. C'est très important pour la gestion humaine et éviter surtout ce qu'on appelle la médisance. On y va avec un autre problème que nous devons régler au plus vite. Et ça, c'est dans le domaine sportif. La FEGIFOOT est-elle en train de commettre les mêmes erreurs qu'en 2019 ou a-t-elle déjà commis les mêmes erreurs? On se pose la question ce matin. Encore une fois, cette interrogation intervient après l'élimination du Sili à la CAN U17 en Tanzanie pour fraude sur l'âge. Cette année encore, la Guinée vient d'être une nouvelle fois suspendue du tournoi qualificatif. D'abord suspendue, peut-être éliminée dans les heures à venir pour la CAN U17 2025 pour la même cause. Sur les 20 joueurs sélectionnés, 13 ont été déclarés non éligibles pour le tournoi qualificatif UFOA. Après le recours de la Fédération guinéenne de football auprès de la CAF, les joueurs déclarés non éligibles d'après le premier test IRM seront soumis à un autre test selon des informations qui seront effectuées, un autre test qui sera effectué par un autre cabinet indépendant choisi par la CAF. Si les résultats sont favorables, la Guinée sera reversée dans la compétition. Mais avant, comment en est-on arrivé là? Mohamed Ba, on revient sur ce sujet qui a alimenté la presse depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Les interrogations continuent de se poser. Et si on parle de rétention d'informations, nos jeunes journalistes qui sont devenus officiers managers sont déjà formés. Ils sont piqués, ils sont injectés. Parce qu'hier, moi, personnellement, j'ai tout fait pour avoir ces jeunes frères qui sont restés bouche bée, ni réponse. On ne répond plus aux appels, on ne répond plus aux SMS. Après, c'est sortir sur les réseaux sociaux, dire tout à l'heure, Abdallah est contre Bouba Sampil. Celui qui se le permet, on se retrouve à la DPJ. Ça, je commence par ça. Oui, c'est important. Non, c'est important parce qu'après tout, il y a des gens à des sphères de responsabilité en République de Guinée se prennent pour des je ne sais quoi. Après, dès que tu viens à la quête d'une information, ils ne te disent rien. Tu viens maintenant à faire ton émission. Après, c'est sorti sur les réseaux sociaux, te pointer du doigt. Les réseaux sociaux ne sont pas un tribunal. Nous, on ne demande que des informations fiables. Merci à notre cher ami Tanu Diallo. Oui. Tanu Diallo qui, quand même, a pu déceler quelque chose. Aller vers lui. Nous, on lui pose la question en tant que Guinéen. Pendant qu'il y a les Guinéens sur le sol guinéen qui des informations, Tanu accepte de répondre à nos SMS pour nous donner des infos. Mais c'est quand même extraordinaire. Incroyable pendant qu'il a la FEGIFOOT là. C'est difficile. Très difficile. C'est compliqué. On ne sait pas qu'est-ce qu'on veut pour ce pays. C'est ce qu'on a presque abordé de l'autre côté pendant notre premier sujet lié vraiment au compte rendu ou aux activités des ministres sur le terrain pour pouvoir donner de bons résultats au peuple de Guinée. C'est bis repetita qu'on est en train de voir là. Nous espérons, nous croisons les doigts qu'on espère que le résultat, ce deuxième test permettra de dire le contraire du premier. Mais c'est malheureux pour qu'on se retrouve encore, je crois la dernière fois c'était en 2019, vraiment du côté de la Tanzanie, et que la Guinée, avec toute la communication, tout le travail qui avait été fait sur le terrain, on arrive à voir la deuxième place de au niveau de l'Afrique. On a la médaille d'argent, on est appelé à participer à la Coupe du Monde, et puis voilà, on nous fait comprendre après non, la Guinée fraude de l'âge, la Guinée n'ira pas sur l'âge, la Guinée ne participera pas. Et cerise sur le gâteau, 100 000 $, la Guinée doit payer comme amende, et que ces jeunes ont été suspendus pendant 2 ans sans pouvoir vraiment jouer à toute compétition officielle liée à la Confédération africaine de football. Et voilà, la même chose encore presque est arrivée. En tout cas, on nous annonce, en attendant qu'on nous annonce le contraire, ou aujourd'hui le deuxième test arrive à dire le contraire.
Mais c'est malheureux qu'on n'arrive pas à prendre toutes les mesures possibles pour ne pas se retrouver vraiment dans cette situation. Ça s'est passé, on est au courant. Vraiment, le recrutement des jeunes est très sensible aujourd'hui. La technologie a évolué, il faut être intelligent, il faut faire attention. Il ne faut pas en faire de business. Ça, ce n'est pas de business. Normalement. Ce n'est pas du tout de business qu'on doit faire autour de ce recrutement de ces jeunes. Ils ne viennent, surtout qu'ils viennent, ces jeunes, ils ne durent pas dans cette catégorie. C'est un laps de temps, 17 ans après ça, maintenant, 1 an, c'est fini, vous ne pouvez plus jouer là. Et puis, vous continuez. Mais si cela n'est pas le cas, on vous paralyse. C'est-à-dire, on vous empêche d'abord de jouer au niveau des U17. Au niveau encore de supérieur U23, vous ne pouvez pas parce que la sanction pourrait être encore beaucoup plus sévère. Et qu'on se demande quelles sont les mesures qui ont été prises par les autorités sportives, par la Fédération guinéenne de football, par le ministère des Sports, pour qu'on arrive à faire de bonnes choses afin que la Guinée ne se retrouve pas dans cette situation. Et que quand on se déplace sur le terrain, on dit que tout était bien. Et puis arrivé là-bas, patatras, ça ne va plus. La Guinée-Bissau, je crois, la Sierra Leone. Vraiment, voilà les 3 pays qui ne vont pas continuer parce qu'ils ont pu frauder sur l'âge de ces jeunes. Je pense que ce n'est pas une bonne chose, qu'on doit prendre nos responsabilités quand il s'agit vraiment de la nation. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé, ce qui a failli se passer aussi avec le Sili National A récemment, ou avec le gardien de Milo, il devrait failli aussi être retrouvé dans la même situation. Ça, on le sait. Cela veut dire que cela s'est passé il y a quelques semaines, qu'on se retrouve encore dans la même situation. Cela veut dire qu'il y a de l'affairisme, le business pur et dur qui se retrouve au niveau de la Fédération guinéenne de football. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour qu'on ne se retrouve pas là? Autre situation, c'est quel pays? C'est le Sénégal. Encore quand on avait été empêché de se qualifier de jouer la Coupe du Monde de 2019, quel est le pays qui nous a remplacés? C'est le Sénégal. Qui encore déclare que nous ne pouvons pas, qu'on a fraudé sur l'âge de ces jeunes. Ça, il y a ce qu'on peut se dire à l'interne, mais il y a aussi ce qu'on doit se dire aussi à l'international par rapport à nos frères africains, par rapport à certains adversaires sur le plan africain. Je ne peux pas dire que le Sénégal, vraiment, il y a du doute, mais vraiment, ça donne à réfléchir. Parce que quand ça n'allait pas, ça aussi, c'était le Sénégal qui était derrière cela pour nous éliminer. C'était le Sénégal qui nous a remplacés, qui est remplacé à la partie de comme on l'appelle, qui a pris la place de la Guinée. Cette fois-ci, qui encore déclare, c'est au niveau des IRM, de l'appareillage du Sénégal, qui dit que ce n'est pas le cas. Alors qu'on a dit que le CAF, la Confédération africaine de football, la CAF, avait dit vraiment valider les résultats. De l'autre côté du Sénégal, on dit le contraire. Qui a raison? Maintenant encore, il y a un deuxième test qui doit avoir lieu. Pour le moment, moi j'ai parlé du cas de la Guinée, du cas des Guinéens, des responsables au niveau de la fédération, tout ça, c'est parce qu'on ne prend pas nos responsabilités, parce qu'il y a une certaine légèreté qui existe. Cela ne veut pas dire qu'on est fautif sur toute la ligne, non. Mais il y a notre part de responsabilité qu'on n'essaie pas de vraiment prendre à bras le corps. C'est là le problème. Mais de l'autre côté, le Sénégal n'est pas clean dans tout ça. Parce que chaque fois... Mais sinon, quand même, c'est des faits connus en Afrique. Hein. C'est des faits connus en Afrique, c'est des faits connus dans les pays en Afrique, oui, mais dans d'autres pays aussi, comme on appelle, des pays en Amérique latine, c'est la même chose. C'est des trucs qui se passent, c'est vrai, c'est une réalité qui est là et qu'on essaie de faire avec. Mais on se rendra même que dans ce document, que c'est... Comme si, j'ai l'impression, quand vous lisez le document, il y a une certaine autorisation qui est là, le nombre de joueurs que vous devrez avoir. Vous voyez, du côté de la réalisation, c'est comme si on autorise, ok, vous pouvez prendre des gens qui sont âgés. Mais il faut lui donner juste le Il faut donner le nom, comme on appelle le nombre de... Si on peut zoomer un peu, on comprendra qu'on a une certaine autorisation de nombre de personnes qui ont là. De ces joueurs sont jugés inéligibles, la participation sera disqualifiée. Cela veut dire au moins on accepte 3 à 4 personnes. L'équipe participante sera disqualifiée. Oui, mais on autorise 4 personnes là. On regarde là 4 joueurs qui peuvent participer à cette compétition. On dit quoi? L'article 23 en alinéa 4, si après avoir effectué... Non, on dit 4 ou plus. Abdallah, si après avoir effectué le test d'éligibilité IRM,
pour une équipe participante et que 4 ou plus de ces joueurs sont jugés inéligibles, l'équipe participante sera disqualifiée. Donc alors, avant 4, 3 joueurs peut-être. Non, cela veut dire 3 joueurs. Cela veut dire 3 joueurs, on peut autoriser. Mais pourquoi on autorise même 3 joueurs? Ça aussi, c'est un autre problème. Au niveau de la Confédération africaine de football, vous voulez pas qu'on parle des joueurs qui sont âgés, qui ont plus de 17 ans, qu'on lance de tête. Mais pourquoi vous essayez de faire une porte de sortie? C'est pas pour créer des problèmes. Ça, c'est un autre problème au niveau de la CAF. Il n'y a pas de l'exception. Parce que j'ai vu, oui, j'ai vu, mais écoutez, comme règle sans exception, on a eu du plaisir à écouter Claude Leroy, l'ancien sélectionneur qui est devenu consultant ici, qui se prononçait sur le cas des stades qui ne sont pas homologués. Aujourd'hui, ça fait combien d'années qu'on joue sur ces stades-là sans problème? Mais pourquoi c'est maintenant qu'on impose cela alors que cela ne pose pas de problème? Parce que le monde évolue. Le monde évolue, mais avec comment ça? Quelle évolution on tire dans ça? Claude Leroy, il n'est pas africain là. C'est un occidental, c'est un Européen. Il est dans le foot depuis 40 ans. Il n'y a pas que des stades africains. Il y a des stades aussi moi je parle de cas africains, beaucoup plus. Je parle de cas africains, beaucoup plus. On se comprend. Et on tient compte de cela. En cas, cela poserait de problème. Les règles qu'on met là. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais ce qu'il faut retenir, il faut qu'on soit responsable. Moi, je dirais, bâtirais beaucoup plus l'attention des Guinéens, des responsables du football guinéen. Le football guinéen est en train de prendre des coups chaque fois. Ce n'est pas des étrangers qui sont en train de gérer le football. Ce sont des Guinéens eux-mêmes. Le stade, nous avons des stades ici dont on n'arrive pas à jouer. Mais qu'on sait qu'on est au courant depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans qu'il y a des problèmes. Pourquoi on ne déploie pas des moyens pour qu'on arrive à régler ce problème? On est en train de régler. On est en train de régler. Une mission de la FIFA. Abdallah, pardon, ça ne me dit non, ça. Non, ce sont des informations officielles que je te donne. Information qui va changer quoi? Qui va changer quoi? Depuis combien d'années on parle de cela? La mission est venue pourquoi d'abord? Il faut poser la question à Mohamed. Pardon? Il faut poser cette question à Abdallah. La mission est là pourquoi? Pour s'enquérir de l'avancement, du nouveau pas pour la construction des stades. Non, du niveau d'avancement d'abord. Abdallah, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est qu'on doit comprendre qu'on traîne les pattes pour pouvoir gérer les affaires de ce pays. On se rend compte tant que nos responsables, qui sont au sommet de la Fédération guinéenne de football, au ministère, au gouvernement ou je ne sais quoi, on se rend compte qu'ils n'ont pas leur intérêt dans un truc donné, dans un projet, ils vont faire le maximum possible pour piétiner. D'abord, le problème a commencé quand on a donné la gestion du stade de Nongo Général Lansana Conté à une personne, à un secteur, un particulier, un stade d'une telle envergure, vraiment qu'on ne peut même pas, on se demande comment on peut imaginer qu'on arrive à donner cela à une personne, je ne dirais pas d'une société, à une personne de gérer. C'est plus qu'une... Je me demande qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Et on est surpris qu'on se rende compte si telle personne ne met plus d'argent. Ne dramatisons pas, nous ne sommes pas les seuls. Il y a quand même la Guinée-Bissau. Mais pourquoi vous essayez de vous comparer à des pays encore qui sont sous la Guinée? Il ne faut pas dramatiser de trop. Je dramatise parce que la Guinée, tu vas comparer la Guinée, le niveau de football guinéen au football bissau guinéen, au football de la Sierra Leone. Quand même, tout ce qu'on a comme palmarès aujourd'hui, c'est tout ce que tu peux me donner. C'est celui qui n'a rien qui se glorifie de son passé. Pardon? C'est celui qui n'a rien qui se glorifie de son passé. Va en France, tu dis la Coupe du Monde de 98 de quel pays? 2018, ça fait rien dire. Tu vas voir les Français ce qu'ils vont te dire. La Coupe du Monde, l'étoile, 2 étoiles que les gens ont là, ou d'autres cherchent depuis combien d'années, l'Angleterre cherche depuis combien tu n'arrives pas à voir, tu te rendras compte que le passé... Mais après, ça s'arrête là-bas. Ça ne s'arrête pas là-bas. Si la France n'avait pas eu de Coupe du Monde, après, c'est ça. Demande aux supporters Saint-Germain, ce que cela veut dire aujourd'hui, n'est pas avoir la Ligue des Champions que l'Olympique de Marseille a aujourd'hui, que Paris court depuis combien d'années n'arrive pas à avoir. Ne rentrons pas dans ces détails. Il faut se dire toujours que la Guinée est un pays le plus souvent qui rate les grands rendez-vous. Aujourd'hui, on se dit avec le CNRD, on a la possibilité de hisser le drapeau guinéen très haut. On a la chance d'avoir un enfant, un digne fils du pays qui n'est autre que Guirassy, qui est en train de faire vraiment bonheur à ce pays. Mais pendant ce temps, il y a d'autres Guinéens qui font tout pour tirer le Guinéen en bas, et que c'est le Guinéen en bas et la Guinée en bas, et cela pose problème. Investissez dans des secteurs comme l'IRM. L'IRM ne coûte pas des milliards de dollars. Quelques millions de dollars seulement, vous avez IRM. IRM, là, c'est la dernière génération en matière d'imagerie. Qu'est-ce qui nous empêche de les avoir aujourd'hui? On parle de grands projets. On vient d'investir 25 millions de dollars ou 25 millions d'euros rien que pour la sécurité, vraiment cybercriminalité, que on vient de signer au niveau du gouvernement guinéen. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir de matériel comme ça? Parce qu'on aime le football, on aime notre pays. On doit investir pour sauver la Guinée, sauver l'honneur de la Guinée. Si cela n'est pas le cas, on fera le petit boucan, mais ça ne nous mènera nulle part, parce qu'on sait que dans 1 an, dans 2 ans,
dans 2 ans, ça se répétera et c'est les Guinéens qui vont prendre un coup. Imaginez aujourd'hui les jeunes qui sont au Sénégal, qui sont vraiment frappés par cette décision, si cela se confirme, comment ça va se passer? Ils étaient là ambitionnés, ils avaient de l'ambition de pouvoir faire quelque chose pour la Guinée, aller jouer dans cette compétition, aller plus loin, voire jusqu'à la Coupe du Monde. Mais malheureusement, parce que quelqu'un n'a pas fait son travail quelque part ici, au ministère, à la fédération, à la ligue, ou je ne sais à quel niveau encore, et cela se répercute sur la Guinée, et c'est la Guinée qui prend un coup, et malheureusement, on a même oublié, comme je l'ai dit tantôt, $100 000 de sanctions parce qu'on avait éliminé les 2 jeunes, c'était ça la sanction, pendant 2 ans. Maintenant, comme on avait bis repetita, si cela se confirme, quelle sanction on va prendre encore? On va prendre combien? On ne le souhaite même pas. On ne souhaite pas cet état de fait. Mohamed Ba, aujourd'hui, est-ce qu'il faut forcément acculer ces dirigeants ou est-ce qu'il faut dire que de part et d'autre, les responsabilités sont situées? C'est parce que la réalisation nous donne aujourd'hui. Moi, je suis vraiment paniqué là parce que je ne comprends plus. Allez, oui, Mohamed, on parle de ce qui se passe avec le Sili U17. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. On parle de cette fraude, on parle de ces problèmes, on parle du football guinéen qui est toujours relégué au second plan. Pour toi, de façon directe, aujourd'hui, on a écouté le ministre Kéamou Bogola Rabat, qui se dit quand même étonné. Oui, mais il ne va pas dire qu'il le savait. Il ne va pas dire qu'il le savait. Tout ce qu'il peut dire, c'est de s'étonner. C'est comme si... Non, mais Abdallah, c'est comme si vous trimballez quelqu'un à la barre. Quand il vient, tout ce qu'il peut dire, ben ce n'est pas moi, je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est comme ça, mais ça a toujours été comme ça, la faute c'est les autres, nous on est clean, ça va, vous voyez, c'est que nous on est responsable de rien, mais toujours ça sort. C'est comme si, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la gestion du président Mamadi Doumbouya, c'est vrai que ce n'est pas lui qui fait tout, mais quand c'est gâté, on dit que c'est lui. Parce que c'est lui le président, parce que c'est lui qui est là. Aujourd'hui, il faut voir les choses selon même les échelons. Commençant même par le ministère des Sports, par la FEGIFOOT et par les académies. Parce qu'il ne faut pas aussi laisser ces académies-là, parce que quand il s'agit par exemple de ces U17, ils sont issus des académies quand même. Mais finalement, validés par qui ? Par les responsables aujourd'hui quand même de notre football. Il faut dire, Abdallah, aujourd'hui le football vraiment ça ne va pas. C'est-à-dire c'est à tous les niveaux. La dernière fois vous avez suivi la sortie de Kaba Diawara qui avait fait quand même beaucoup de voilà, il avait fait beaucoup de révélations. Donc on peuvent penser que c'est parce qu'il a été éjecté, c'est-à-dire limogé, qu'il a fait cette sortie, qu'elle était inopportune cette sortie-là, mais il faut quand même prendre, c'est-à-dire certaines déclarations au sérieux. Parce que vous allez comprendre combien de fois que ce football aujourd'hui a un besoin d'un diagnostic général. Parce que ça ne va pas à tous les niveaux, même pas au niveau des petits, au niveau des grands c'est la même chose. Aujourd'hui vous avez vu... Il y a beaucoup de joueurs, c'est-à-dire des internationaux, qui sont encore réticents vis-à-vis de la sélection parce qu'il y a des mauvaises habitudes qui surgissent à chaque fois, qui ont la peau dure, qui ne veulent pas quitter, qui ne veulent pas disparaître. Aujourd'hui, la Guinée se fait juste rattraper. Pourquoi? Par la négligence encore des responsables, des dirigeants du football guinéen. Parce que ça a été une paresse. Pourquoi? Parce qu'on refuse de travailler. C'est pourquoi, sinon, ces tests IREM se seraient réalisés ici, sur le sol guinéen. On n'aurait pas... C'est-à-dire que ce texte se réalise en Chine ou au Japon, mon frère. Ton âge, c'est ton âge. Il peut bien avoir. C'est ce que je dis. Bien. Tu peux venir. C'est comme au tribunal. Chacun porte des griefs quand même. Chacun vient pour trouver justice. C'est pas parce que vous vous êtes plaignant dans une affaire que vous allez obligatoirement sortir victorieux. Si, réellement, on avait tous les outils nécessaires pour ça, je crois qu'on aurait su qui a raison, qui n'a pas raison, qui doit être sélectionné. Il y a une contre-expertise demandée par la FEGIFOOT. Attendons d'abord le résultat. Tout cela, c'est parce que ça ne vient même pas encore de nous. Ces joueurs-là n'auraient même pas bougé, c'est-à-dire bougé de la Guinée pour aller, parce que seulement, aujourd'hui, les réalités d'aujourd'hui et celles d'hier là ne sont plus les mêmes. L'époque où Bassogog, c'est-à-dire le joueur camerounais, aujourd'hui peut avoir 29 ans, ce n'est plus la même chose. Vous avez vu sérieusement quelqu'un dont l'enfant, c'est-à-dire son enfant même est plus âgé, vous allez comprendre combien de fois que nous souffrons. Il a inventé dans ses rêves.
Sérieusement, ça fait très mal. Quand j'ai reçu ce communiqué hier, je l'ai reçu bien avant. La publication, ça a fait près de 2 heures. Je me disais que non, ça ne peut pas être vrai. Je regarde très bien, je cherche à l'authentifier, je me dis quand même, non, c'est vrai. Mais non, ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être possible. J'étais dans ce dilemme-là. Est-ce qu'il faut publier? Est-ce qu'il ne faut pas publier? Est-ce que c'est vrai? C'est des tas de questions pour dire encore combien de fois que ce paysage aujourd'hui, ce monde du football est malade. Il faut vraiment un sursaut, je dis bien un sursaut, véritable sursaut pour que tout change. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, je crois qu'il y a la négligence. La négligence également. Est-ce qu'il faut un remède pour le football guinéen? Le remède doit être général, c'est pour toute la Guinée, parce que ce qui nous sommes en train... On parle d'abord du football, sinon tu auras de la migraine. Enfin, de toute évidence, ce sont les Guinéens aussi qui dirigent le football. En fait, Abdallah, c'est tellement, disons, c'est relatif que de telle sorte qu'aujourd'hui, effectivement, on a besoin de se remettre en question, tout simplement. Tout Guinéen, chacun où il est, nous devons pouvoir comprendre que ça ne marche pas quelque part. Et la responsabilité, à la limite, elle est partagée. Et pourquoi nous pointons du doigt sur ceux qui ont la charge de diriger la Guinée? C'est parce qu'il y a cette responsabilité constitutionnelle et institutionnelle qui pèse sur leur tête et qui amène à tout Guinéen, notamment nos journalistes, de pointer du doigt accusateur sur les décideurs quand il y a des manquements quelque part. Mais à la limite, c'est-à-dire que vous venez de rappeler à l'entame ici, c'est très touchant que des jeunes gens, des journalistes que vous avez connus ici, qu'ils puissent avoir effectivement cette possibilité ou cet honneur d'être à des instances comme ça, peut-être comme étant des officiers managers. Des officiers managers, et que ces mêmes personnes qui étaient là, officiers médias, et que des mêmes personnes qui étaient là, avec lesquelles on échangeait, on critiquait sur un certain nombre de choses, une fois de l'autre côté, mais la vie a changé, c'est tout. Et puis, ce n'est pas leur problème. Sinon, la logique voudrait... Je crois que même le fait de dire que je ne peux pas pour l'instant communiquer est une communication. Mais il s'agit là de confirmer ou infirmer une information dont vous connaissez effectivement. Mais qu'est-ce que vous cachez? On ne peut pas cacher quelque chose qui est pourri. La situation du football guinéen, c'est pourri à longtemps. Nous le savons ici. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il faut commenter les choses, alors qu'en réalité, nous savons qu'il y a là un véritable, un véritable diagnostic beaucoup plus, disons, clinique qui doit être effectué au niveau de notre façon de faire. Excuse-moi, Ebdallah, d'être généraliste dans tout cela, parce que le football aujourd'hui, on a quelque chose quand même qui devrait faire honte à tout Guinéen. Le fait d'importer nos matchs ailleurs, alors nous avons la possibilité, si nous avons la volonté. Et c'est en cela que j'ai dit, le problème, c'est un problème héréditaire. On accuse le CNRD, le président Doumbouya, le département et tout, c'est parce que c'est eux qui nous ont promis de faire changer un certain nombre de choses. Et nous constatons effectivement, nous pataugeons jusqu'à date. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Mais posons-nous la question, pourquoi ça ne marche pas? Notamment au niveau du secteur sportif aujourd'hui. Nous connaissons le ministre qui est là-bas, nous connaissons son profil, nous savons de quoi il est capable et qu'est-ce qu'il a pu faire jusque-là. Depuis qu'il est à la tête de ce département. C'est une question qu'il faut se poser. Nous connaissons comment Bouba Sampil est arrivé au niveau de la Fédération guinéenne de football. On n'invente rien. Abdallah, je pense que vous ne cherchez... En tout cas, si vous voulez effectivement aller... Vous avez une destination qui consiste à vous amener à Kindia ou à l'Abbé. Vous pouvez être ici. Mais si vous dites qu'effectivement, tous les chiens qui aboient sur vous, vous allez les jeter, vous n'arriverez pas à destination. C'est qu'ils s'agitent sur les réseaux sociaux, qu'ils s'agitent. Mais... attendez qu'ils vous accusent, effectivement, c'est en cela que vous pouvez effectivement les rester en justice. D'ici là, faites votre boulot, et puis je crois que c'est ce qui est important, des petites personnes, des individus comme ça, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Quand vous citez le nom de Bouba Sampil, s'il n'était pas président de la Fédération guinéenne de football, ben on a besoin de citer son nom. Non, c'est parce que ce n'est même pas un débat de personne. Absolument, c'est pas un débat de personne là. On veut que ça change. Ça change. Et comment voulons-nous que ça change au niveau de la fédération, l'instance en charge de gérer le football qui effectivement lui-même a ce qu'on appelle des problèmes congénitaux, pour lesquels problèmes jusqu'à présent nous n'arrivons pas à résoudre. Nous avons des anciens qui ont promis effectivement, qui à travers des médias interposés, nous se sommes rendus effectivement compte qu'il y a un problème de personnes, des égos à l'interne qui rongent cette instance et qui continuent tous à ronger cette instance. Il y a des clans qui, à un certain niveau, ont la chance de gouverner,
Ils sont partis, certains sont venus, certains sont revenus, certains sont partis encore. Donc il y a tous ces aspects-là qui pèsent aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons dit, effectivement, au bout de cette transition qu'on avait constatée au niveau de cette instance-là, qui était dirigée par cette dame-là, à travers, disons... oui, tout récemment, là, vous savez, il y avait une transition au niveau de la FEGIFOOT, là. Oui, le Connor. Qu'on appelait le Connor. À l'époque, on avait tous... Damsi. Effectivement, on avait bien voulu, effectivement, dire c'est le bon moment, en tout cas, de remettre les cartes sur table et de permettre, effectivement, à l'État, aux Guinéens, au général Mamadi Doumbouya et tout le monde. C'est en cela que moi, je ne suis pas contre, à un certain niveau, que l'exécutif s'implique si c'est pour bien faire les choses. Parce que nous sommes tous d'accord, effectivement, que le cas de Kaba, c'est un cas illustratif. Une illustration parfaite aujourd'hui. Ce qui veut dire que le problème n'est pas résolu. Il faut qu'on essaie de résoudre le problème. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la résultante d'une défaillance collective ici en Guinée. C'est ce qui se transporte de l'autre côté ici. Sinon, je pense que l'IREM, vous avez bien voulu l'appeler ici, ce test, disons, d'imagerie qu'on a pu effectuer, mais effectivement qu'on a pu effectuer au niveau de Dakar. Là-bas, le ministre l'a dit, effectivement, il y avait préalablement, effectivement, ce test qui a été effectué. Et sur, disons, instruction de l'État guinéen, à travers l'État sénégalais. C'est-à-dire que ces tests n'avaient pas relevé toutes ces défaillances-là, ou ces irrégularités, ou ces inégalités que la CAF a pu révéler. Donc je pense que là, il y a un guise sur roche. De toute évidence, aujourd'hui, encore une fois, qu'on nous, qu'on nous dise effectivement que non, l'information n'a pas été, disons, on pouvait ou démontrer, c'est une fausse information. Finalement, la Guinée, ça a égratigné l'image du football guinéen. Et c'est ça qui continue, et c'est ça qui est malheureux. Il faut qu'on cesse à un certain niveau, qu'on essaie d'être comme les autres. Abdel, encore une fois, nous refusons de bouger. Ba avait raison de te dire effectivement qu'on ne se compare pas aux petits pays. Nous sommes une grande nation. Si nous voulons aller de l'avant, qu'on arrête de se contenter du minimum. Nous, on peut bien faire les choses dans ce pays-là. C'est si nous voulons... Lorsqu'on aura la volonté collective de bien faire les choses, la Coupe d'Afrique des Nations, on l'aura. Bien. Volonté collective, très très importante. Et cette volonté, il faut le rappeler. Donc, unissons-nous et nous espérons que la Guinée va traverser ces difficiles moments. Notre football, le football guinéen, à travers ces U17, vont remonter cette pente grâce à notre solidarité. Cherchons raison garder jusqu'à la dernière minute. Une pause derrière, on se retrouve et nous prendrons la direction du Sénégal. Aujourd'hui, quels sont vos premiers mots à l'endroit des autorités, à l'endroit de ces victimes, à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont battues pour au moins ce premier pas, puisqu'il y a d'autres pans de cette affaire que nous allons débattre tout à l'heure. Oui, message de réconfort, une joie immense qui anime l'ensemble des victimes depuis l'annonce de cette décision du président, le général Mamadi Doumbouya. Tout ce qu'on a à lui dire, c'est merci, parce qu'il n'est pas l'auteur de ce qui s'est passé. Dernière sortie parlait du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qui pour vous est aujourd'hui très mal entouré ou tout au plus très mal conseillé. Oui, c'est vrai. Vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes en période de transition. Ça, on n'a plus besoin de rappeler. C'est extrêmement important. Et pendant cette période de transition, il y a eu quand même des actes qui ont été posés aujourd'hui de notables, de salutaires. Mais d'un autre côté également, il y a eu quand même quelques bavures dues à, si vous voulez, dues à le fait d'être humain. Parce qu'on sait que tout ce qui est humain, en quelque sorte, a quelques imperfections qu'il faudrait quand même améliorer avec le temps. Et moi, ce qu'il y a lieu de dire, c'était à l'occasion du retour, bien entendu, du président de la République de la Chine. Vous avez vu, on a constaté qu'il y a quand même un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République. Moi, je pense que cet accueil-là, déjà, en soi, n'est pas mauvais. Aujourd'hui, ce qu'on a voulu pour notre pays, c'est quoi? Merci de nous écouter à Beaufort.
Si c'est maintenant, vous le faites à Bokeh, à Kolissoro, à Labé. C'est sur la 87.5 grâce à nos partenaires de Beta FM. Vous nous écoutez du côté de Kagbele. Vous nous regardez partout à Conakry, à Imbaya, le quartier qui nous abrite. Merci une fois encore de votre fidélité, notamment dans la nouvelle commune de Gbessia, hein, il faut le dire. Si vous êtes du côté de l'intérieur du pays, à Kissidougou, à Kindia, où nous sommes très très écoutés, à Koya Wankifon, merci d'être fidèles. Notre quartier de prédilection, il faut l'appeler, hein, le premier quartier à soutenir cette émission, Kiroti, où se trouve notre ambassadeur Alpha Zidane Diallo. Merci une fois encore pour la force que vous donnez à ce média chaque jour, chaque matin à travers votre temps et votre disponibilité. On y va avec quelques réactions d'auditeurs et de téléspectateurs au stand 600 à 29 95 67 67 uniquement par SMS. L'infatigable communicant du CNRD du général Mamadi Doumbouya, l'enfant chéri, l'enfant prodige de Boulamaya Samaya, Monsieur Sila Rukens, une pensée positive à Monsieur Ansouman Kamara de la prévoyance sociale, écrit-il. Dame gouverneur de Conakry, ministre Alphonse Charles White, le ministre Afan Assouma. Et une félicitation à mon général Mamadi Doumbouya de prendre sa responsabilité en exigeant à tous les ministres de faire leur compte rendu aux Guinéens. Abdallah, je demande à mon général d'instruire à son ministre de la Sécurité d'exiger aux policiers de travailler la nuit, surtout les samedis, puisqu'il y a trop de bouchons. Il voulait écrire, signer l'imperturbable communiqué. Abdallah, ce matin, j'interpelle aussi le général Mamadi Doumbouya, son ministre du MATD, hein, puisque dans mon village Bouramaya Samaya, pour la situation des chefs de district, signé l'infatigable communicant. Monsieur Silla Rukens qui nous écrit cette réaction. Bonjour mes chers journalistes, je me demande comment les dirigeants du football guinéen réagissent face au règlement de la FIFA. Cherchons à responsabiliser les personnes les plus compétentes qui gèrent notre football. Ah, ma Guinée me fait pitié, sinon la Guinée est une grande nation de football dans le temps Mando depuis Dabondi. On enchaîne toujours. Salut les hommes de bonne foi. Le général doit arrêter de jouer avec nous. Où sont les 50 hectares cultivés par les anciens ministres? Tout ça, c'est pour battre campagne pour le général. Ah, la Guinée, notre argent, mais il ne trompe qu'eux-mêmes. Signé Mamadou Saliou. Bonjour Kavi Media, moi c'est Mohamed Souna Silla. Je pense à Okuntigi Souna, Elage Souna, hein. Bien de choses à lui du côté de Kagbele. Ça fait un bon moment que je vous écoute chaque matin. Je vous félicite vraiment pour le travail que vous faites pour nous donner des informations. Merci. Merci à vous également, Souna, et merci à tous les fidèles auditeurs de ce média et de cette émission, Le Scanner. Bonjour Le Scanner, bonjour mes chers journalistes. Je crains beaucoup pour ce pays. Les dirigeants laissent l'essentiel pour s'orienter vers les choses qui n'ont pas d'importance pour la population. Que Dieu protège la Guinée. Les Guinéens signé Ibrahim Assouri Iso. Notre Iso Kamara, merci pour la fidélité. Alpha Zidane Diallo, notre ambassadeur. Bonjour Abdallah et à l'équipe des chroniqueurs. Bonjour chez moi, à Djigouel, c'est dans Mitida là-bas. Une interruption de 3 mois de conseil des ministres. Et après, revenir présider avec ses ministres. On se demande pourquoi alors cette pause, sachant que c'est là l'organe de prise de décision gouvernementale pour conduire à bon port le pays vers l'émergence. Rien qu'à travers toutes ces analyses posées par Yaya Dufay, par le CNRD d'évaluer ses ministres, par d'autres ministres d'Alpha qu'il a accusé par le passé d'être limité dans la gestion des affaires de l'État. D'où ma question, pourquoi alors la raison réelle de ce coup d'État du 5 septembre? Vous et moi témoignons l'existence de toutes les failles du régime Alpha Condé qui de nos jours est répétée avec insistance et esprit par le CNRD. Donc il faut conclure là que le premier responsable de cette dégradation économique et gestion des affaires de l'État, c'est le président Mamadi Doumbouya. Partant de la fraude infligée à la Guinée qui nous a conduit à une sanction ne me surprend guère. On s'est tellement habitué à ces genres de bêtises que la Guinée est devenue petite à tel point qu'il faut transporter de l'extérieur notre carence frauduleuse. Et voilà les résultats. Disons bonjour aux dégâts et aux conséquences.
Alpha Zidane Diallo, bonjour Kavi, les chroniqueurs, bonjour les chroniqueurs du scanner. En effet, il est évident de constater que depuis le remaniement ministériel des mois antérieurs, tout ministre doit rendre compte de ce qu'il fait. Le président n'a qu'à laisser l'évaluation car c'est des personnes qui maîtrisent la langue de Molière pour convaincre. Fodé Mouktar Keïta depuis Lansana Barrage. Merci pour la fidélité du côté de Lansana Barrage. Bonjour, comparer CNDD à CNRD, c'est comparer l'eau de SIPA à l'océan Atlantique, c'est bien. Il faut que les ministres passent à la télé chaque 3 mois pour rendre compte de leur bilan. Après, on pourra faire le remaniement prochain. Avant, on ne voyait pas ça en Guinée. On doit mettre ça dans la Constitution, le passage à la RTG. C'est le ministère qui produit. Après, on envoie le produit fini à la RTG. Et bonjour, dans ce cas, c'est très confus. Le Sénégal est un pays méchant contre la Guinée et c'est là-bas on va faire nos tests. C'est bizarre, mais d'une part, cette fédération-là est incapable. Ils ne connaissent pas l'administration du football. On sait comment ils sont venus. Il faut un Connor encore. Non, mais toi, tu veux mettre la Guinée dans l'eau là. Aboubakar Ben Sila de Kountia. Un autre Connor, c'est la sanction directe. Ben, attention. Bonjour Kavi, bonjour Fria, ma ville natale. Le Sénégal a été toujours hostile envers la Guinée, raison pour laquelle nous aussi on doit prendre nos responsabilités. La falsification de l'âge au niveau des joueurs, ça se passe un peu partout dans le monde, ça se passe même au Sénégal. Donc il ne faut pas qu'on se laisse faire à chaque fois. On doit montrer à ceux-ci qu'ils ne sont pas au-dessus de nous. Ici à Gali, ça monte d'un cran. Bonjour Kavi, la technologie a évolué, on ne peut pas faire un petit malin là-bas, c'est la CAF qui dirige, non le gouvernement guinéen. C'est Bari Ibrahima. Depuis Sonfonia T7. Bonjour le meilleur de sa génération, Abdallah Kamare. Bonjour à vos excellents chroniqueurs. Bouba Sampil et son staff sont devenus un véritable problème pour le football guinéen. Ce serait mieux de laisser le Connor continuer son boulot parce que qu'aucun changement pour le moment. C'est Boïba depuis Mbalia. C'est dans Kissidougou. Merci pour la fidélité depuis Kissidougou. Bonjour 89.5. Je demande au général de s'adresser à la FIFA, de dissoudre la FEGIFOOT. Il faut que des cadres compétents disponibles pour honorer. Monsieur Keita Fodé de Boussra. On va se calmer un peu ce matin, sinon on risque de se créer d'autres problèmes. Bonjour le scanner de Kavi, c'est Gibril Souma depuis Koya Wankifon. Vous avez une bonne analyse de la situation politique en Guinée. Merci pour la fidélité. Bien de choses à tous ceux et celles qui nous pratiquent de ce côté. On parle de Koya Wankifon. On va sur la page Kavi TV où nous sommes très suivis. Nabi Kifinda Bangoura qui nous dit bonsoir ma radio de référence. L'écoute est très favorable depuis Tokyo et bon début de semaine à vous. En Guinée, l'essentiel commence à l'approche des élections. Ça a toujours été comme ça et c'est dommage. Pendant ces 3 années, Doumbouya n'a jamais compris ce qui se passait dans le gouvernement. Mais non, je suis désolé. Merci pour vos différentes réactions. Nous, on poursuit ce débat ici en studio et on part avec ce dernier sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est un coup d'essai qui est finalement devenu un coup de maître. La touche à Sonko a porté fruit au Sénégal. Le patron du PASTEF a défié toutes les considérations politiques en organisant un meeting payant, contrairement à d'autres hommes politiques qui déboursent de faramineuses sommes pour mobiliser les gens. Une nouvelle technique du PASTEF qui se distingue par sa capacité à réinventer la politique au Sénégal. La cagnotte mobilisée s'élève, selon les médias sénégalais, à 500 millions francs CFA. Ce montant va servir pour les législatives de novembre 2024. Yaya Diallo, on suit de très près l'évolution de l'actualité du côté du Sénégal. Sonko qui montre ses tripes à comment on appelle à Macky Sall, finalement. J'ai envie de dire Sonko qui crée la différence. Mais dans un contexte, il bombe son torse. Dans un contexte où les rapports de force ne sont pas les mêmes. Ouais. C'est très fondamental puisque le PASTEF est devenu maintenant le parti présidentiel. C'est bien beau, honnêtement, qu'en Afrique, on puisse effectivement essayer d'évoluer. Réinventer la roue. Effectivement, de notre façon de faire la politique. C'est vrai que le PASTEF est devenu un grand parti bien avant qu'il n'est pas au pouvoir. Ouais. C'est un parti
un programme, un idéal qui effectivement a bénéficié l'adhésion de la jeunesse sénégalaise dans une mesure très large. Ça, c'est fondamental aujourd'hui. Ce sont les jeunes qui portent le projet. Ce qui était très difficile pour Macky, de pouvoir effectivement trouver un certain nombre de manœuvres politiques pour pouvoir détourner l'attention de la jeunesse sur le projet du PASTEF. Le projet du PASTEF, effectivement, on attend de voir comment est-ce qu'il faut réaliser ou comment est-ce qu'ils vont réaliser ce projet aujourd'hui. Parce que j'ai envie de dire effectivement que si on parle du Sénégal 2025 à 2050, en Guinée, ici, on parle de Simandou 2040. Ouais. Donc, voyez-vous, il y a un chevauchement déjà dans le cadre de ces projets ou de cette vision. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les besoins sénégalais ne sont pas les besoins guinéens. Effectivement, le Sénégal a un certain nombre de choses, à bien des égards, dans un certain nombre de secteurs. Les choses ont évolué. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que c'est quand même une démonstration démocratique très salutaire, en tout cas, de ce qui se passe au niveau du Sénégal. Macky Sall, qui est désormais l'ancien président de la République, qui décide de revenir dans son pays et faire face à son adversaire de tous les temps, qui est Sonko, parce que c'est avec Sonko quand même qu'il y a ce qu'on appelle ce bras de fer politico-judiciaire jusqu'au bout. Jusqu'où lui-même, Macky Sall, il a décidé effectivement, avec la contrainte populaire naturellement, de céder le pouvoir et d'organiser les élections avec une accélération effectivement indescriptible. Il fallait le faire parce qu'il fallait sauver le Sénégal. Il fallait sauver le Sénégal face effectivement à cette crise qui était latente, qui pouvait effectivement survenir à tout moment et qui allait dégénérer et de créer des dégâts aux Sénégalais. Les Sénégalais ont compris à travers les chefs religieux, à travers la société civile, à travers les universitaires sénégalais pour dire attention, on ne peut pas accompagner Macky Sall dans cette obsession de rester d'une manière ou d'une autre au pouvoir parce que tout simplement là, il y a un besoin pour lequel il n'arrive pas à répondre. C'est ce qui a pesé sur la balance. Si c'est le cas comme chez nous ici où nos religieux s'en accommodent et puis s'adaptent facilement parce que tout simplement ils sont salariés quelque part, ce n'est pas le cas au Sénégal. Sinon, enfin... Macky avait fini effectivement à un certain niveau de broyer son opposition et de faire face effectivement à cela. Aujourd'hui, ils sont, disons, focus sur les élections anticipées du 17 novembre prochain. On verra bien ce qui va se passer parce qu'aujourd'hui, si on accusait le parti présidentiel d'alors, qui est dirigé Macky Sall, de manœuvrer pour pouvoir effectivement avoir gagné le plus de députés ou pour essayer effectivement de créer ou de massifier les fraudes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est le PASTEF qui est au pouvoir. On veut bien voir cette compétition démocratique. C'est encore très beau. Hein? Quand on est ancien président, la vie ne s'arrête pas là-bas. Si vous avez des ambitions, ça veut dire tout simplement vous pouvez aller jusqu'au bout. On verra bien comment tout cela va se passer. Oui, un défi, hein, si on peut l'appeler, relever à Mohamed Ba, le PMA, par Ousmane Sonko une fois encore. Oui, c'est un défi énorme. Ce n'est pas une première que vraiment que cette formation politique, cette structure arrive à lancer de fundraising, c'est-à-dire la demande d'argent de la part, en français facile, demande d'argent à la population, à la communauté ou au cadre pour le fonctionnement de cette formation politique. Donc, il faut qu'on ça devient encore plus large. Où, ici, on a demandé à chaque ministre de donner 1 million de francs CFA. Le directeur, la même chose pour les directeurs généraux, de payer de 50 à 100 000 et va jusqu'à la base au niveau des citoyens lambda 1000 francs CFA. Ça, il faut évaluer, par exemple, quand je prends le cas des ministres des millions de francs CFA, je ne sais pas quel est le truc en francs guinéens aujourd'hui, c'est un peu plus de 14 millions de francs guinéens. Le citoyen lambda qui doit payer 1000 francs CFA va se trouver à quelque chose de 14 000 francs guinéens comme contribution pour pouvoir aider cette formation politique à aller à ces élections législatives sans que on ne tire, en tout cas c'est là, c'est qu'a dit Sonko, qu'on ne veut 1 centime ne sortira des caisses de l'État pour le financement de ces élections législatives le 17 novembre prochain, et que ça, c'est aussi une occasion, une opportunité de veiller sur les financements occultes, que ça permettra aussi à l'État de voir qui finance qui, quelles sont les sources de financement, comment ça va se passer. Je pense que l'ensemble de tout ça, c'est une belle leçon qui est en train de se passer dans ce pays à travers ces jeunes. On l'a vu ici, on a eu la chance d'accompagner des formations politiques ici pendant les élections présidentielles de 2010, où on a vu, ce sont des contributions qui venaient d'un peu partout en Afrique, en
qui a fait fonctionner, en tout cas ses contributions ont permis à certaines formations politiques de notre pays ici à financer leur campagne. On en a vu des véhicules tout neufs sortis d'usine. On a été ensemble avec eux lors de ces campagnes de 2010. Je pense que si on arrive vraiment à instaurer cela et qu'on n'arrive pas à faire saigner l'État, je pense que c'est une bonne chose. Pousser les uns et les autres à payer de leur poche, mettre la main à la poche afin de faire fonctionner les formations politiques, afin de faire, même si vous êtes le premier président, changer complètement la donne et qu'on n'arrive pas à harceler le responsable au niveau de la Banque centrale, au niveau du ministère de l'économie et des finances, au niveau des budgets, parce que tout ça, ça contribue vraiment à des détournements d'argent. On va dire, c'est le président qui a demandé telle somme, le président demande 100 000, on fait sortir 300 000 ou 1 million à la place de cela. Je pense que si on arrive à discipliner le financement des différentes formations politiques, y compris le parti au pouvoir, je pense que ça serait une bonne chose. L'exemple doit venir de l'État d'abord, voir le fonctionnement. L'argent qu'on met là, ça vient d'où? Est-ce que c'était prévu? Si ce n'était pas prévu, qui finance vraiment nos budgets? Parce que le problème se situe à quel niveau? Si vous prenez de l'argent d'un particulier, des financements occultes, par exemple, le président Sonko, il est même arrivé à parler de blanchiment d'argent, voilà, qu'ils ne donnent pas. Certains, on investit de l'argent, pas parce qu'ils veulent juste donner de l'argent, mais c'est une occasion de mettre 1 million, et puis voilà, même s'ils ils peuvent récupérer 300 000 après, c'est le blanchiment d'argent, il n'y a pas de problème en la matière. Donc, ils gagnent toujours ceux qui blanchissent l'argent-là. Je pense que c'est la même chose qu'on pourrait faire dans tous les pays africains, même sur le plan international, on peut faire la même chose, surtout pour notre pays, la Guinée. Pensez à cela. Vraiment, les sources de financement des formations politiques, on n'a pas besoin d'investir des milliards et des milliards de francs guinéens. Si on sait déjà vraiment le travail qui a été fait par le département, par un président, par un candidat ou je ne sais qui, ça ne devrait pas, on n'a pas besoin de convaincre les gens 1000 fois d'investir, faire saigner l'économie du pays pour sortir de l'argent pour rien. Je pense que c'est un bon exemple. On espère que il y a pas, ce n'est pas juste la face, ce n'est pas la face juste de casser la face cachée de l'iceberg. J'y arrive. Qu'on essaiera de nous montrer à travers Sonko. Les Sénégalais nous diront mieux ce qui s'est passé, ce qui est derrière cela. Si c'est vrai, c'est une bonne chose, c'est une réalité qui peut nous aider. Nous aussi, nous espérons qu'on va épouser la même chose et que l'économie du pays n'arrive pas à prendre un coup. Oui, Mohamed Leba, en tout cas, la bataille est lancée de ce côté, si on peut l'appeler comme ça, où la campagne est déjà lancée, parce que Sonko et Macky Sall, on va dire que c'est une revanche que l'un devra prendre sur l'autre. Ah ouais, évidemment, c'est maintenant devenu sauve qui peut. chacun essaye de tirer le drap de son côté. Et côté Sonko, et puis voilà, avec son allié direct, le président. Et voilà, de l'autre côté, vous avez Macky Sall. Chacun essaye quand même de dérouler sa politique pour faire quand même valoir sa suprématie aujourd'hui vis-à-vis de l'électorat. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il y a quelque chose en vue. Quand même, on parle des élections législatives. Donc aujourd'hui, tous les coups sont permis pour faire quand même adhérer le nombre possible, disons, de Sénégalais à ces idéaux, à ces projets, et voilà, pour s'offrir la majorité à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vous allez voir peut-être que d'ici demain, après-demain, les semaines qui vont suivre ou les jours qui vont suivre, il y a l'autre de l'autre côté aussi qui va essayer de tenter quelque chose de miraculeux et disons pour inverser la tendance. Je parle de Macky Sall aujourd'hui qui est quand même, disons après cette sortie, un peu dos au mur par rapport à la stratégie qui a été mise en place parce que vous l'avez déjà dit, cela a permis quand même d'amasser c'est-à-dire un fonds consistant parce qu'on parle de francs CFA là, on parle de francs CFA. C'est pas petit. De toutes les façons, c'est une autre stratégie qui pourrait être non seulement, disons, comme étant une référence pour d'autres, disons, politiques qui pourraient voir dans le même sens aujourd'hui, de se dire, tout n'est pas quand même au gaspillage du petit fonds que nous avons. C'est comme ce qui se passe chez nous, et voilà, où on est dans l'obligation, comme même le dire souvent les autorités, de faire tout nous-mêmes par rapport au financement concernant le retour à l'ordre constitutionnel. Alors il faut aujourd'hui voir une autre stratégie nous permettant quand même au moins d'amasser un peu de fonds
C'est-à-dire nous-mêmes, avant de demander aux institutions, parce que la dernière fois, il y avait le Premier ministre qui tendait quand même la main aux partenaires techniques et financiers par rapport réellement aujourd'hui à cette aide pour le retour à l'ordre constitutionnel. Il y a le ministre porte-parole du gouvernement qui le faisait aussi. Bien. Je crois que c'est aujourd'hui une bonne leçon pour pouvoir quand même s'imposer et savoir réellement ce qu'on veut et surtout être aussi objectif vis-à-vis réellement de ces recettes-là. Bien, merci Mohamed Leba. Merci Abdallah. Merci Mohamed le PM. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Vous l'avez déjà compris, auditeurs et téléspectateurs, merci de votre fidélité. Merci à l'équipe technique du jour, conduite par Michel Ouamounou, à la régie télé Salimatou Sissé, Melika Sitaoute, Kavaba Koivogi, le tout coordonné par le directeur technique qui nous accompagne de ce côté Diallo. Et du côté de la radio, Kandé Sanko nous a accompagnés également pour nous aider un peu avec tout ce qui est son et vous l'avez déjà compris. À venir sur Kavi FM à 10h35, vous aurez le flash d'information. Puis question pour un caviar à 13h à la télé, à la radio. Vous serez en contact avec la première ou les premières grandes éditions d'information. À 16h, vous avez rendez-vous avec le sport, avec toute la section sportive. Et à 17h, Balama Soumounié s'installera. C'est notre émission en débat, de débat en langue. D'ici là, prenez soin de vous. Restez en notre compagnie. Restez en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée.